comme vous allez peut-être le redécouvrir ou le découvrir ce soir, Marseille a été, jusqu'aux années 1960-70, donc jusqu'à une quarantaine, cinquantaine d'années, donc dans un passé finalement assez récent, une ville agricole. C'était une ville qui a vécu et qui a été, on va dire, dessinée par l'agriculture, du moins ses faubourgs, comme on le verra. C'est une ville qui a connu plusieurs changements, auxquels on va s'intéresser, des changements qui ont complètement modifié son apparence dès le milieu du 19e siècle. Donc ce soir, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à quelle place l'agriculture a occupée à Marseille, quelle place elle a eue dans la société, et finalement donc entre le XVIIe et le XXe siècle. Alors, j'aurais pu partir du Moyen-Âge, néanmoins, vous verrez, on y fera allusion au cours de mon intervention, mais il fallait quand même être assez concise, et donc j'ai préféré partir de cette période-là. Donc l'idée, c'est de voir comment les exploitations agricoles ont sculpté le paysage marseillais, quel a été l'impact de cette agriculture sur ce paysage marseillais, alors, la question, parce que souvent quand on parle d'agriculture, surtout en ce moment où c'est très à la mode de penser que la ville est autosuffisante, ou du moins devrait pour que la ville soit autosuffisante, je vais d'ores et déjà balayer un mythe. Marseille, comme la plupart des grandes villes, n'a jamais été autosuffisante en produits agricoles. Je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. Mais donc, Marseille a toujours été une ville qui a produit, mais pas en suffisance. Néanmoins, elle a quand même permis aux Marseillais de s'alimenter, même si c'était sur des périodes courtes, même si les Marseillais y puisaient leurs ressources, ce n'était pas suffisant, mais ces ressources existaient. Et on va voir aussi comment l'agriculture a finalement contribué au dynamisme économique de la ville, et pas qu'un peu, et finalement dans quel contexte surtout ce dynamisme économique s'est développé, comment finalement Marseille a changé grâce à l'agriculture, et comment Marseille a changé sans l'agriculture aussi. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de découper mon propos en 3 parties. Donc une première où on va parler du XVIIe siècle, donc jusqu'aux années 1850, et où on verra comment cette période était marquée au niveau agricole par le règne des grands domaines bastidaires. Je m'arrêterai ensuite sur la période 1850-1960, qui est une période clé parce qu'elle fait vraiment la jonction avec une période où on n'avait que de l'agriculture dans les faubourgs, puis une période où cette agriculture va cohabiter avec l'industrie, grâce à divers facteurs. Et enfin, une troisième période où là, on va s'intéresser à l'urbanisation finalement de ces faubourgs à partir des années 60, et comment finalement, petit à petit, avec cette urbanisation galopante, et bien finalement, les terres agricoles ont disparu, et pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec un paysage où finalement il y a quelques poches agricoles dans la ville, alors qu'à la base, dans ce qui constituait les faubourgs de la ville, on avait énormément d'exploitation, voire c'était majoritaire. Alors au niveau des sources que je vais vous présenter. D'abord, ce sont des sources comme d'habitude iconographiques, donc le but des présentations du Café Histoire, c'est de travailler beaucoup sur l'image. Donc je vais vous présenter énormément d'images d'archives, il y en a une quarantaine là, ce soir, certaines qui sortent peu, donc que je n'ai pas encore présentées sur les réseaux, donc je vous le signifierai. Elles sont issues soit des dépôts d'archives publiques, les archives départementales, les archives municipales, ça peut être également les archives de la bibliothèque municipale, ou encore des archives de fonds privés, à l'exemple de celle de Thierry Masson, donc qui a une collection privée. Alors Thierry, il est quelque part dans la salle, et pour ceux qui suivent les Cafés Histoire, ou même qui me suivent sur les réseaux, vous savez qu'il a une collection qui est une mine d'or, et donc merci encore Thierry de nous autoriser à piocher dedans et à les présenter pour cette intervention, et toutes les autres d'ailleurs. Au-delà des sources iconographiques, comment j'ai construit mon propos? Alors, en archives, en faisant des recherches dans les archives, et très souvent au cours de mon activité, je vais être amenée à étudier des sites, et donc à étudier des sites qui étaient d'anciens sites agricoles, et qui ont nourri mon propos. Donc on a des choses qui sont assez inédites, et que je vais vous présenter ce soir sur l'histoire des faubourgs marseillais. Alors intéressons-nous donc en premier lieu à la période 1650, une période où, comme je vous le disais, on était sur le règne des domaines bastidaires. Alors on va voir plus tard ce qu'est un domaine bastidaire, mais en attendant, j'aimerais d'abord vous présenter Marseille. Marseille, à cette époque-là, c'est une toute petite ville. Avant l'arrivée de Louis XIV, c'est 67 hectares.
Après l'arrivée de Louis XIV, elle passera à 195 hectares à partir de 1660, puis elle connaîtra une expansion jusqu'à arriver aux 24 000 hectares qu'on a aujourd'hui. Alors, cette ville, c'est une toute petite ville qui est concentrée autour de son port, et tout autour de la ville, au XVIIe siècle, on va trouver des petites agglomérations, des bourgs, des hameaux, dont certains sont assez conséquents, comme Mazargues, Saint-Just, Saint-Antoine ou les Égalades. Et ces faubourgs, ils vivent quasiment tous de l'agriculture. Alors je dis quasiment tous parce qu'il y en a certains, comme l'Estac, qui est d'abord tourné vers la pêche, originellement. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des agriculteurs. Mais vous verrez, ces agriculteurs grandiront au cours du temps. Marseille, donc ce noyau de 67 hectares, entretient des liens très étroits avec ses faubourgs, notamment des liens économiques grâce à l'agriculture, puisque ce sont les productions des agriculteurs qui vont être vendues dans la ville et qui vont alimenter la ville. Au-delà de ça, on estime que Marseille, dans la population marseillaise, on a 20% de gens de terre, donc des gens qui travaillent la terre, qui vont y vivre à l'intérieur de ces murs. Donc ces gens, tous les matins, ils vont prendre leurs affaires et puis ils vont aller gagner les faubourgs, ils vont travailler, le soir ils reviendront dormir à Marseille. Tout le monde n'habite pas les faubourgs. En attendant, ces faubourgs, ils sont quand même majoritairement lotis, pour le coup autour de noyaux villageois construits autour de propriétés agricoles, où on a des rassemblements humains qui vont d'ailleurs les créer et être à leur origine. C'est parce qu'on a des agriculteurs qui se sont installés massivement à un endroit que finalement on va avoir des noyaux villageois qui vont se créer jusqu'à donner certains des 111 fameux noyaux villageois marseillais qui sont aujourd'hui agrégés pour donner donc la superficie actuelle à la ville. On a des villages donc aux portes de Marseille, c'est ceux que j'évoquais juste à l'instant. Alors, parmi eux, on a des villages qui vivent uniquement de l'agriculture. Donc je vous en ai cité un parce que celui-ci, quand j'ai travaillé sur l'histoire du littoral sud pour l'exposition qui est encore au niveau de la plage à Borély, eh bien, je me suis aperçue que le faubourg de Montredon, donc pour on va dire la prononciation, on est bien sur Montredon, je le dis. Donc Montredon, pourquoi ? Mont parce qu'il y a une montagne en fait qui est représentée ici. Donc un mont, et redoun en provençal, ça veut dire rond. Et donc ça a été transformé en français en redon. Et donc le mont rond, la montagne ronde, qui a donné le nom de mont Redon. Voilà pourquoi c'est la prononciation, et on ne dit pas Montredon. Voilà. Et si vous voulez avoir une autre source, Alfred Sorel, au XIXe siècle, a déjà évoqué cette erreur de prononciation faite même par les Marseillais. Donc on revient à nos moutons. Montredon était un faubourg agricole très grand. Il allait de Bonneveine jusqu'au, on va dire, plus ou moins... de Bonneveine, donc là on a le Montredon, jusqu'à à peu près toute cette zone-là. Donc on voit aux limites de Saména. Et ce faubourg, il sera morcelé quelques années bien plus tard, dans les années 1850, avec la création du hameau de la Vieille Chapelle et du village de la Pointe-Rouge. Voilà. Mais en attendant, c'est un faubourg qui est essentiellement agricole, habité par des agriculteurs, quelques pêcheurs en bord de mer, qui se développeront d'ailleurs au XVIIe siècle quand on créera la madrague de Montredon, donc le port de pêche, donc lié à la madrague qui est un dispositif de pêche. Une madrague, c'est un dispositif de pêche qui servait à pêcher le thon et le muge, qui avait été créé au sud à Montredon et à la Madragueville, donc au niveau du nord. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que la madrague de Montredon qui subsiste à Marseille. Et donc c'était un dispositif de pêche qui était réservé à certains pêcheurs. Cette agriculture, elle a d'abord été développée donc, sur des grands domaines. Et parmi les grands propriétaires terriens qui existaient à Marseille, on a l'Église. L'Église va être un grand possesseur de terres et mettre en location, voire mettre en culture certaines de ces terres, au profit bien entendu de ses propres ressources. Et on a le cas notamment d'un propriétaire terrien qui était immensément riche, j'ai envie de vous dire, et qui possédait énormément de choses, c'est l'abbaye de Saint-Victor. L'abbaye de Saint-Victor avait des terres dans l'arrière-pays du côté de Luvonne, au niveau de Lumini, vraiment à Aubagne, et même dans tout le Var, puisque a priori, dans d'autres communes du Var, il y avait des propriétés qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Donc c'est une abbaye qui va impulser une mise en culture de certaines terres.
Et ça continuera d'ailleurs pendant un long moment. Donc soit ce sont les moines qui cultivent à certains endroits, soit c'est mis en fermage avec des paysans qui travaillent pour l'église. Alors là, je vous ai montré l'exemple de la vallée de l'Uvonne, donc au niveau du faubourg de Saint-Marcel, qui était donc mise en culture, qui appartenait en grande partie aux moines de Saint-Victor. Ces moines, ils vont souvent créer de nouvelles zones agricoles. Alors ce ne sont pas les seuls. Les aristocrates qui possédaient les grands domaines vont aussi œuvrer à la création de nouvelles terres agricoles. Et l'un des éléments, des premiers éléments pour rendre possible l'agriculture, c'est d'assécher les marais. Puisque Marseille est est un site où on va trouver des fleuves, l'Uvonne, le Jarret, l'Uvonne qui se déverse donc au niveau des plages du Prado. Et donc les agriculteurs, ils vont d'abord s'installer tout autour de ces cours d'eau, mais il y a des endroits où c'est marécageux. L'Uvonne était marécageuse. Et alors là, pour le coup, je reprends ma casquette d'historienne des hôpitaux. On a énormément de cas de ce qu'on appellerait aujourd'hui le palu. À l'époque, c'était fièvre quarte ou tierce, de Marseillais en fait, qui se font piquer par des moustiques et qui attrapent ces fièvres qui sont liées, qui sont l'équivalent du paludisme aujourd'hui. Et donc ces marais, on ne peut pas les cultiver. Donc les moines, au niveau de Bonneveine, vont les assécher, vont mettre en place des systèmes pour assécher, pour irriguer les terres, les rendre agricoles. Et c'est comme ça que le quartier de Bonneveine s'est imposé comme un quartier agricole dès le Moyen-Âge. Et il est resté d'ailleurs jusqu'aux années 1970, comme on le verra. Au-delà d'assécher les marais, on va aussi devoir amener de l'eau. Puisque un des soucis majeurs à Marseille, c'est qu'on est dans un climat méditerranéen qui se caractérise par des étés chauds, secs, arides, donc pas d'eau, de faibles précipitations pendant l'année, alors des températures plutôt clémentes en hiver, mais surtout un climat venteux. Et ça, toutes les cultures ne peuvent pas s'y adapter. Et surtout, le problème du manque d'eau est majeur. Donc au début, on va cultiver, comme je vous le disais, à proximité des cours d'eau. Et puis après, grâce aux techniques, on va développer des techniques pour irriguer des zones qui ne l'étaient pas. Et c'est le cas dans la vallée de l'Uvonne où les moines, ou même des grands propriétaires terriens, vont créer ce qu'on appelle des béales, donc des ramifications, des canaux artificiels. Et on va avoir des aqueducs qui vont être créés déjà dès l'époque moderne, et des puits où on va aller chercher l'eau. On va créer des sources, on va exploiter des sources, donc en y créant des puits notamment à côté. Bref, on va avoir tout un système d'exploitation du tissu naturel et une transformation des espaces naturels qui va se faire, mais qui ne va pas se faire dans tout le territoire. C'est pour ça qu'on estime que sur les 23 000 hectares de la banlieue marseillaise, c'est-à-dire hors Marseille intramuros, on a environ 12 à 13 000 hectares qui sont cultivés, et ce, uniquement en raison de l'aridité des terres. Autre adaptation, le relief. On n'a pas que des champs plats, donc on va mettre en place des cultures en terrasse, et pour cela, on va creuser les collines. Donc là, c'est l'exemple du village de Saint-Julien qui illustrait l'annonce de la conférence. Et donc, on a une modification de l'espace naturel au profit de l'agriculture, déjà, qui commence très tôt, au cours du temps, pour permettre donc la mise en culture de terres qui n'étaient pas forcément accueillantes à l'origine. Donc on amène de l'eau, on échelonne, on crée des terrasses. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, vous avez encore à certains endroits, alors surtout dans l'Est marseillais, vous avez encore des vestiges de ces mises en culture en terrasse. Cette agriculture, elle est certes financée par les grands propriétaires, mais elle est soutenue par l'État. Le royaume, puisqu'on est sous une monarchie jusqu'à la Révolution française. Bon, elle reviendra après au 19e, mais en l'occurrence, là, on est sur la période moderne. Et donc, on a un régime étatique qui va soutenir l'agriculture un peu partout en France en créant des canaux. Alors pas très loin de chez nous, c'est le canal de Craponne. Alors il ne concerne pas directement Marseille, mais en attendant, il a été mis pour irriguer des terres qui avaient des difficultés d'irrigation. On va avoir des avantages fiscaux qui vont être mis en place, donc des allègements d'impôts si un tel agriculteur cultive tel produit destiné à telle exportation. Et aussi, et alors là, on a quelque chose d'assez intéressant, on va mettre en place des chemins ruraux pour faciliter la circulation. Alors des chemins ruraux, vous en avez un peu partout dans Marseille. Mais ce quartier-là, c'est le quartier de Castellane, en fait, qui était un quartier qui se trouvait aux portes de Marseille. Donc la place Castellane, elle est ici. Là, donc nous, on est là aujourd'hui. Donc la place Castellane est là. Là, on a l'ancêtre du boulevard Baille. Et
donc ici, c'est le quartier du Courgouffé, avec énormément de vignes, puisque c'était un quartier vinicole. Et donc vous voyez que tout cela était agricole. Alors bien sûr, comme le reste, ça sera transformé au cours du 19e siècle, ça s'industrialisera, et puis surtout, on va avoir une poussée de la ville de Marseille en dehors des limites du 18e siècle, puisque la place Castellane, elle a été aménagée vers 1774, et donc ce n'est qu'après qu'avec l'ouverture notamment de l'avenue du Prado en 1839, qu'on aura une urbanisation qui va pousser vers le sud. Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai commencé par ça pour vous parler des domaines bastidaires. Alors, un domaine bastidaire, par définition, qu'est-ce que c'est ? C'est une propriété agricole au centre de laquelle est bâtie une maison de maître qui appartient au propriétaire du domaine. Ce sont souvent des grands domaines, entourés de terres qui sont mises soit en culture louée pour que des gens cultivent, soit exploitées par des paysans qui sont payés par le propriétaire directement. On a les deux systèmes. Aujourd'hui, quand on parle de Bastide, et malheureusement c'est l'image qui est restée, on n'a que l'idée de la Bastide du 19e. Donc finalement, ce que fut la Bastide pendant même pas un siècle. Alors que véritablement, la Bastide, jusqu'au 19e, c'était une propriété agricole au centre duquel se trouvait une maison de maître. Et on en a un exemple, et vous en avez à peu près partout. Sauf qu'au 19e, on va avoir une transformation grâce à l'arrivée de l'eau, comme on le verra, où on va avoir des maisons de maître qui vont non plus être construites autour de champs, mais autour de beaux jardins, qui vont devenir des lieux de villégiature, et donc qui, petit à petit, modifieront le modèle bastidaire pour ne devenir qu'une villégiature, terme sous lequel on connaît aujourd'hui la Bastide. En attendant, auparavant, autour de la Bastide, on avait des propriétés, des champs, et pas que, il y avait aussi tout ce qui était nécessaire à l'agriculture, donc des remises, des fermes, des granges, bref, toute une vie qui est construite pour faire vivre ces domaines agricoles. Et ces domaines, ils sont souvent très grands. Et sur ces très grands domaines, donc on va avoir des parcelles qui vont être soit louées, soit exploitées. Arrive la Révolution de 1789. Ça va avoir un impact majeur sur l'agriculture. Alors pas tout de suite. Il va falloir un peu attendre. Néanmoins, on va assister à un tournant. Alors pourquoi un tournant ? Eh bien, très clairement, au début, à la base, on a beaucoup de grandes exploitations qui appartiennent à un propriétaire qui le loue ou qui l'exploite. Avec la Révolution, il va y avoir un changement qui est d'abord les propriétés de l'Église vont être récupérées comme bien du clergé. Or, je vous l'ai dit, l'Église possédait pas mal de terres. On va aussi récupérer des biens des aristocrates. Donc ces grands domaines, ils vont déjà être morcelés et revendus finalement en petits morceaux. Au début du 19e siècle, autre événement qui arrive, c'est l'établissement du Code civil, qui désormais crée une unité au niveau des héritiers, c'est-à-dire que chaque enfant recevra à part égale une partie de la possession de ses parents. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que là où avant on avait une transmission unilatérale d'un domaine à un seul enfant, qui était envisageable pour ne pas le morceler justement, l'aîné en général, désormais on va avoir chaque enfant qui va être possesseur d'une terre et donc qui est en capacité soit de la conserver au sein de la famille, soit de la revendre. Et donc on assiste à un morcellement des domaines. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'au début du 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près 8000 propriétés à Marseille, agricoles, qui comptent environ 3 hectares. C'est vraiment tout petit. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne d'une exploitation, c'est 50 hectares à Arles. Donc on est vraiment sur un cas marseillais. Et là, je vous ai mis une image du cadastre de Saint-Loup, où en fait, vous voyez donc les parcelles, le parcellaire, donc c'est trait à chaque fois, donc bien on voit là. Donc ça, à chaque fois, c'est parcelles. Alors ça ne veut pas dire que chaque parcelle est une exploitation, mais néanmoins, ça veut juste dire souvent, quand on a un petit point sur une parcelle, ça veut dire qu'il y a une construction. Donc ça veut dire que c'est des morceaux de terrain qui ont été lotis, là où ailleurs, on aura souvent plusieurs parcelles sans rien dessus, ce qui indique que c'est souvent rattaché à une parcelle où il y a une construction. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des fois beaucoup de parcelles rattachées sans qu'il y ait véritablement de construction, mais ça reste rare. C'est le cas par exemple à Lumini, où on a le domaine de la famille d'Olière, qui comptait énormément de terres et sur lequel il y avait très peu de construction, parce qu'elles dépendaient toutes de, finalement, entre guillemets, la Bastide mère. Voilà. Donc là, pour le coup, à Saint-Loup, on a pas mal de petites exploitations qui vont émerger. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est la spéculation foncière. C'est-à-dire que les paysans ont besoin de terres, il y a des terres qui sont très bien placées, il y a des gens qui héritent de terres dont ils ne veulent plus, ça fait monter les prix, et donc du coup, il y a un intérêt aussi à revendre et à morceler les domaines. Il y a cet intérêt-là qui arrive.
Alors, qu'est-ce qu'on produit à Marseille? Qu'est-ce qu'on produit dans un climat méditerranéen? Déjà, le triptyque. La vigne, l'olivier, les amandiers. Cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et qui s'acclimatent très bien des températures, du vent qui constituent le climat méditerranéen marseillais. Ça, c'est la majorité. Véritablement, vigne et olivier. Quand je vais dans les écoles pour expliquer l'agriculture aux petits, je leur dis vraiment retenez vigne, olivier, et on peut aussi rajouter le blé parce que c'était finalement la base des cultures. On a aussi des fruits. Alors des figues, des abricots, des pommes, des poires, on en retrouve cultivés à Marseille, mais en toute petite quantité. Des céréales, donc le blé dont je vous parlais, le seigle, l'orge, et des légumineuses. Alors, petit aparté, le pois chiche, par exemple, qui est consommé à Marseille depuis longtemps. On en a un exemple, c'est les panisses, qui est une recette qui est issue qui est fabriquée à base de pois chiches. Mais en attendant, les légumineuses sont aussi cultivées, tout comme les légumes, mais les légumes en faible proportion. Vous l'aurez compris, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau, et donc on n'a que quelques parcelles qui peuvent exploiter, où on peut exploiter des cultures maraîchères. Du coup, tout ce qu'on produit à Marseille, c'est pas suffisant pour alimenter les Marseillais. D'autant qu'on a une population qui s'accroît de manière phénoménale. Je vais vous donner quelques chiffres. Au début du XVIIe siècle, en 1600, il y a à peu près 40 000 habitants à Marseille. À la veille de la peste de 1720, on est sur 80 000 habitants. À la fin du XVIIIe siècle, on est sur 115 000 habitants. Au milieu du XIXe, on est à 195 000. Donc, vous voyez déjà 115, 195 en l'espace de 50 ans. À la fin du XIXe siècle, on est à plus de 400 000 habitants. Donc ça veut dire que Marseille a quasiment doublé, puisqu'on est à 195, on passe à 400, elle a doublé, plus que doublé sa population. On sera aux alentours de 650 000 au milieu du XXe siècle et on atteindra le million dans à la fin des années 70. On aura ensuite une dégringolade et aujourd'hui on est 861 000 au dernier recensement. Alors toute cette population, il faut la nourrir, sauf qu'il y a de plus en plus d'habitants et que les ressources ne suivent pas. Et donc, on a une nécessité d'aller chercher ailleurs ce qui manque, et notamment le blé, puisque Marseille n'est autonome en blé que durant 4 mois de l'année. C'est-à-dire que les faubourgs peuvent fournir 4 mois de blé aux habitants, et après 4 mois, il n'y a plus. Donc la ville est obligée d'importer, et elle va importer où? Sous l'Ancien Régime, majoritairement des régions limitrophes, des plaines limitrophes, où il y a des cultures, notamment du côté d'Arles. Alors, vous l'aurez compris, jusqu'en 1850, on est sur une période où finalement l'agriculture prend sa place, elle domine, elle a une place importante dans les faubourgs, voire dominante, elle le sculpte, elle les sculpte, elle a une empreinte économique majeure et elle fait vivre énormément de gens, parce que mine de rien, il y a aussi des gens qui travaillent et qui en vivent, qui ont des revenus. Elle est soutenue par l'État, et ça aussi, ça a son importance pour comprendre l'évolution de l'agriculture à Marseille. Donc elle est soutenue par l'État, elle est soutenue par les autorités, et elle est surtout, encore une fois, culturellement très bien inscrite dans les mentalités. Les choses vont commencer à changer au milieu du XIXe siècle. Il y a plusieurs facteurs qui vont s'accumuler. La première, on le verra, c'est l'arrivée des eaux du canal de Marseille, de l'eau du canal de Marseille, qui va complètement changer la donne au niveau agricole, en permettant la création d'une ceinture verte notamment. La deuxième, c'est la création du port de commerce et de la gare Saint-Charles, qui vont donner à Marseille une coloration industrielle majeure. Et on va arriver finalement à une situation où, au début des années 60, on aura une cohabitation industrie-agriculture. Alors on va s'arrêter un peu sur cette évolution. Je vous le disais, avec l'arrivée de l'eau de la Durance via le canal de Marseille, une véritable ceinture verte va se créer. Alors, petit rappel, le canal de Marseille il a été bâti entre 1839 et 1849. Il s'agissait d'aller prendre de l'eau au niveau de Saint-Estèphe-Janson, l'eau de la Durance, et via un canal de 84 km de long, l'importer à Marseille. Et le canal débouche sur le plateau Longchamp, où 2 grands réservoirs ont été construits sous l'actuel palais, qui lui ne sera construit qu'en 1869. Donc cette eau, elle va apporter un progrès monstre pour la ville. En termes agricoles, ça va être une révolution. Des terrains qui, jusque-là, étaient arides, alors avaient certes des irrigations
comme on pouvait le faire avec des béales, avec des aqueducs, ce genre de choses, avec des sources qui étaient exploitées. Mais là, on a de l'eau qui arrive en abondance et en suffisance. Et donc, on va avoir une possibilité d'exploiter des terres qui étaient parfois complètement abandonnées, faute de pouvoir être irriguées. Et de l'Estac, donc au nord, jusqu'à Montredon, au sud, on va avoir toute une ceinture verte qui va se développer autour de la ville de Marseille. Et donc cette ceinture verte, c'est clairement l'essor du maraîchage qui va la qualifier, j'ai envie de vous dire. On a véritablement une baisse des cultures traditionnelles sèches, donc oliviers, vignes, amandiers, dont je vous parlais tout à l'heure, au profit de la culture de légumes, de fruits, beaucoup portés par des Italiens. Donc, on est au 19e siècle à une période où on va avoir une immigration italienne énorme. J'aime bien rappeler ces chiffres, c'est qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, un Marseillais sur 5 était d'origine italienne. Et en 1886, l'administration estimait que 56% des Marseillais n'y étaient pas nés, et donc avec une grande majorité d'Italiens dans ces données. Donc on a cet essor du maraîchage qui va se faire au 19e siècle avec une baisse des cultures traditionnelles, donc, mais également une augmentation des productions. Là où avant on avait des agriculteurs qui cultivaient des lopins de terre comme ils pouvaient en fonction des moyens qu'ils avaient, désormais, vu qu'il y a des possibilités d'irrigation qui s'ouvrent à eux, on agrandit les superficies cultivables. Au passage, aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'aux exploitations cultivées à des fins professionnelles. C'est-à-dire que j'ai laissé de côté dans cette intervention tout ce qui était jardin, potager, où chacun cultivait ses petits légumes, ou encore les exploitations vivrières pures, ou alors les jardins d'agrément. Ça, ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, on traite vraiment de tout ce qui est exploitation professionnelle. Et en l'occurrence, donc ces exploitations professionnelles, grâce à l'arrivée de l'eau et donc au fait qu'il y ait davantage de cultures, on est aussi à une époque où il y a un essor technique qui se fait sentir. Donc on va avoir de nouvelles manières de produire, des produits phytosanitaires qui font leur apparition, on va avoir une presse spécialisée qui va donner des conseils aux paysans pour mieux cultiver, on va avoir véritablement un changement dans les pratiques. Et puis si les productions se tournent vers le maraîchage, ça a un autre rythme que les cultures sèches. Il faut récolter 4 à 5 fois par an, donc il faut des hommes pour cultiver, des hommes ou des femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des femmes qui travaillaient dans les champs, donc il faut de la force humaine pour aller chercher ces productions, donc il faut embaucher. Donc le paysan va finalement devenir un peu chef d'entreprise, comme on le dirait aujourd'hui, c'est-à-dire il y a toute une nouvelle logistique, une nouvelle organisation qui émerge avec l'extension des domaines et la mise en culture de davantage de terres. L'autre phénomène, on n'en a pas encore parlé, mais grâce à l'arrivée du canal, donc on peut cultiver davantage de choses et puis on peut cultiver du foin, du fourrage. Et ce fourrage va permettre de développer l'élevage. L'élevage, il y en avait déjà dans la ville, mais c'était à petite dimension. Et là, grâce à l'arrivée de l'eau, au développement du fourrage, les élevages vont pouvoir se développer et on va voir émerger un peu partout dans la ville de ce qu'on appelait des laiteries ou des vacheries. Ça, c'est que ça ne s'invente pas. Donc, qui étaient des lieux où il y avait donc des vaches qu'on trayait et qui alimentaient le lait en lait des quartiers. Alors, certains ont peut-être le souvenir dans des quartiers pas si lointains d'ici, Sainte-Anne, Sainte-Marguerite, où il y avait énormément de fermes et où les gens allaient chercher leur lait le matin. C'est aussi le cas du côté des quartiers nord, du côté de la Savine, il y en avait. Et un peu partout, en fait, dans la banlieue marseillaise, on retrouvait ces productions de lait qui venaient aussi alimenter les échoppes en ville, puisqu'on avait aussi des laiteries qui étaient ouvertes en ville. Alors justement, quels étaient les débouchés pour les produits cultivés ? La première, c'était les marchés, et notamment le marché du cours Julien, qui va émerger à partir des années 1860, qui va être à la fois un marché pour les particuliers et un marché de grossistes. Donc ce marché, il a continué jusqu'en 1900, alors j'ai mis 73, mais c'est plutôt 72 pour les grossistes, autant pour moi. Et ce marché, en fait, il mélangeait donc les producteurs. Les cultivateurs cultivaient leurs produits et tous les matins, ils emportaient leur production
au marché pour les vendre. Alors soit eux, soit leurs femmes, hein, d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup de femmes qui travaillaient sur les marchés. Et donc, il y avait vraiment une répartition des tâches avec le paysan et la femme du paysan qui venaient vendre les productions. Et donc, on avait un lien direct avec le producteur et avec l'agriculteur. C'est-à-dire que les Marseillais, ils savaient ce qu'ils mangeaient parce qu'ils savaient de quelle agriculture, de quelle ferme, de quelle production agricole ça dépendait. Il y avait un lien direct. Et ça a une importance majeure pour comprendre comment les choses ont évolué après 1973. Et c'est un des éléments qu'on creusera à la fin de cette intervention. Alors, il y a les marchés, certes, mais il y a aussi les marchandes ambulantes. C'est-à-dire que c'est des marchandes qui vont être dans la ville. Donc, je vous en ai mis quelques-unes. Donc là, une marchande de melons qui était sur le Vieux-Port. Et ici, des marchandes d'herbes qui sont en face du palais de la Bourse. Certains l'auront reconnu. Et donc, qui vendaient leur production ou ce qu'elles allaient glaner dans les campagnes aussi, en l'occurrence les herbes qu'elles allaient ramasser dans les collines et qu'elles venaient revendre, ou des herbes qui étaient mises parfois aussi en culture, hein, ça dépendait du mode de production, ou voilà, la vendeuse de melons. Et ça m'amène à vous parler d'une chose, c'est que désormais, il devient majeur que l'agriculture est un enjeu commercial. Ça l'a toujours été. Dans les grandes exploitations, on produisait pour vendre, pour revendre. Mais avec l'augmentation des productions, ça devient d'autant plus prégnant. Parce qu'on produit plus, donc forcément, on ne consomme pas tout sur place. Donc on revend plus. Mais sauf que on va choisir les productions en fonction de leur rentabilité. Donc il y a, à partir du 19e, une orientation des choix de culture qui est faite parce que c'est possible. Désormais, avec l'eau, ils peuvent choisir ce qu'ils cultivent. Et donc, on a des spéculations, si vous préférez, sur les produits agricoles qui vont être encouragées par un autre phénomène qui est l'arrivée du fret ferroviaire, donc du train. Puisque désormais, on va pouvoir envoyer les productions grâce au train un peu partout en France. Et puis surtout, au début du XXe siècle, on aura l'essor des chambres froides dans les années 20 qui permettront de conserver, notamment sur les bateaux, des produits frais pour les embarquer à droite à gauche. Dans les deux sens, hein, ça a marché, puisqu'on a emmené aussi, par exemple, des bananes d'Afrique ou encore des oranges qui pouvaient être conservées, alors, en général dans des cales, donc ça, c'était pas gardé au frais, mais on va avoir des produits frais qui vont être importés des colonies de l'Empire français. Mais en l'occurrence, là, pour revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire, c'est Marseille. Et donc, on va avoir des primeurs qui vont pouvoir être envoyés de partout, et voire des primeurs qui vont arriver pour alimenter la ville. Puisque vous vous le rappelez, je vous ai dit, Marseille n'a jamais été autosuffisante. Et donc, par exemple, Marseille a voyé arriver des melons de Cavaillon, des fraises de Carpentras, et on ne va pas faire la liste, mais en gros, des primeurs de tout le bassin des Bouches-du-Rhône, voire de plus loin. Le morcellement des propriétés et la spéculation foncière vont augmenter avec l'arrivée de l'eau. Forcément, puisque désormais on a encore plus de terres arables, de terres irriguées, donc forcément ces terres elles prennent de la valeur, et donc on a une montée des prix qui encourage la vente et la revente des exploitations. On a des nouvelles fermes qui se créent dans des quartiers qui étaient très arides, c'est le cas du Cabot ou du Redon. C'est le cas aussi de la Vieille-Chapelle ou de la Pointe-Rouge. La Pointe-Rouge sera carrément qualifiée de quartier des jardiniers, pour vous dire, tellement il y avait de petites exploitations là-bas. Et on a des quartiers, grâce à l'eau, qui vont s'urbaniser. C'est le cas de Vauban, par exemple, qui était une zone rocheuse qui avait très peu de construction, et voire pas du tout, et qui, grâce à l'arrivée de l'eau, à la création d'un réservoir, va s'urbaniser. Et bien, dans les campagnes, on va avoir non seulement un phénomène d'urbanisation, mais en plus un phénomène d'extension des propriétés et des terres mises en culture. Mais le canal de Marseille n'est pas le seul à pousser, finalement, au XIXe siècle, à faire émerger un dynamisme économique lié à l'agriculture. On a aussi un dynamisme économique qui va être largement lié à l'industrie. Le XIXe siècle marseillais il est marqué par la création du port de commerce. Au milieu du XIXe, l'ouverture du bassin de la Joliette, par exemple, puis qui sera suivi par tous les bassins portuaires. Le milieu du 19e, c'est un siècle fondateur parce qu'à partir du moment où on va avoir la zone de la Joliette, d'Arinques, puis des Crottes et la Cabucelle, qui n'existe pas, qui sera créée d'ailleurs ultérieurement en 1869, on a ces zones qui étaient des zones agricoles qui vont petit à petit se transformer en zones industrielles pour créer un tissu industrialo-portuaire. Et cette zone industrielle-portuaire, donc, elle va cohabiter avec l'agriculture. Je vous ai montré un exemple là. Vous avez devant vous le quartier du Canet. Donc, le village du Canet est là. Et là, vous avez l'emprise de la gare, de la future gare de fret,
Donc un peu plus haut, ce sont les Arnavaux. Et donc on est en 1928, on voit qu'il y a véritablement encore à cette époque-là une véritable cohabitation entre l'industrie et l'agriculture. Et autre phénomène intéressant, c'est qu'on a aussi le développement de l'habitat, puisque ces usines, il leur faut de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, il faut la loger, et de préférence à côté de l'usine. Donc on va construire des noyaux villageois qui vont largement s'étoffer. C'est ainsi que naîtra, par exemple, le noyau de la Cabucelle, qui n'existait pas, qui a été créé en 1869 avec la paroisse, et qui a été créé grâce justement à l'implantation d'immeubles, la construction d'immeubles, essentiellement d'ailleurs là encore motivée par une immigration d'Italiens qui venaient travailler dans les usines du nord de la ville. On a donc une urbanisation qui va se faire au profit des usines, une urbanisation qui va être liée à l'implantation d'usines et qui va être aussi liée finalement aux besoins en logement et donc à la création de noyaux ouvriers. Alors j'ai choisi de vous montrer un exemple de cette cohabitation et de ce passé qu'on pouvait encore toucher du doigt il y a peu. C'est l'exemple de la Mazarade. Donc là vous avez la Mazarade qui se trouve ici. Et tout autour, en 1901, tout son domaine, qui était immense, va voir s'implanter une huilerie, celle de la société Roca, Tassi et de Roux, donc avec l'huilerie Théodora ici, et la Massalia et toutes les autres usines qu'il avait. Donc c'était la production d'huile d'arachide notamment, Copra Coco. Là, vous avez les entrepôts Casino, puisque ici, aujourd'hui, il y a le métro Capitaine Gèze. On est donc sur l'avenue du Capitaine Gèze. Et donc, on a finalement ces propriétés avec des bastides qui subsistent à l'intérieur finalement de zones qui sont devenues industrielles. Mais comme vous le voyez, on a encore autour pas mal de terres agricoles qui sont conservées. On a une véritable cohabitation. Néanmoins, comme on le verra, il y a aussi un grignotage au profit de l'industrie et des infrastructures nécessaires à l'industrie qui se fera. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le résultat au niveau sociologique de tout ça? Eh bien déjà, la population qui était à majorité rurale dans les faubourgs va baisser. Et pas qu'un peu. Alors, dans certains quartiers, c'est moins tangible que dans d'autres. Enfin, on peut moins l'évaluer, mais en l'occurrence, dans les quartiers de, par exemple, la Valentine, c'est le quartier que j'ai choisi de vous montrer là, on est sur une population qui était entre 50 et 60% d'agriculteurs au milieu du 19e, à la fin du 19e, et au début du 20e, on est plus, au début du 20e, on est à peu près à 15%. Donc vous voyez la chute du nombre d'agriculteurs dans les faubourgs. Alors il y a d'autres endroits où ça ne s'est pas autant révélé. Je vous donne un exemple, c'est à l'Estac. Par exemple, entre la fin du 19e et le début, on a eu une augmentation. On avait une trentaine d'exploitations, on en avait une cinquantaine après, mais ça ne veut pas dire que le nombre d'ouvriers agricoles qui y travaillaient était aussi important. Parce que du coup, on a aussi une industrialisation des techniques, on a une baisse des productions, donc on ne peut pas se fixer que là-dessus. Par contre, on peut se fixer sur les chiffres qui nous sont donnés par les historiens qui ont étudié la population de ces faubourgs et qui ont montré que la population de Marseille, finalement, des faubourgs de Marseille, elle qui était majoritairement agricole, finalement va devenir ouvrière, industrieuse et petit à petit, finalement, les agriculteurs vont commencer à s'effacer. Alors j'emploie le mot « commencer » parce qu'on n'est pas sur une, excusez-moi du terme, mais une disparition totale. On est sur quelque chose de progressif et avec quand même une population agricole qui survit. Elle ne disparaît pas totalement. Ça va se faire tout doucement. L'industrie, on en a parlé, donc ces huileries, ces grandes industries qui viennent s'implanter sur des propriétés agricoles. Néanmoins, une chose quand même à garder en tête, c'est que on va avoir une industrie qui va aussi dépendre de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va avoir des moulins, par exemple, se développer. C'est le cas des moulins Morel, pour rester sur la Valentine, qui sont sur la route des Peintres Roux, presque juste avant les Trois-Lucs. Donc, ils sont créés en 1864 à un endroit où on a une ramification du canal de Marseille, donc une irrigation du lieu qui est faite. Et cette usine, en fait, elle va moudre le grain qui sont apportés, certes par les paysans alentours, mais également de plus loin, notamment d'Algérie, puisque l'Algérie était le grenier à blé de la France jusqu'à la décolonisation de 1962.
Alors, ça marche dans un sens, c'est-à-dire qu'il y a une industrie qui dépend de l'agriculture, mais il y a aussi une partie de l'agriculture qui dépend de l'industrie. Ça, c'est plus étonnant. Et en fait, dans le quartier de Saint-Loup, par exemple, j'avais vu que certains élevages, notamment porcins, donc de cochons, vivaient grâce à la récupération des tourteaux huiliers. Donc en gros, pour la faire courte, les arachides, elles arrivent, elles sont pressées, et dans les presses, ça crée un tourteau, l'amalgame de ces arachides, qui ont plus d'huile, mais du coup qui sont récupérés, qui sont mangés par les cochons. Et donc, du coup, ça crée une alimentation pour les cochons qui vont permettre de développer l'élevage de cochons dans la banlieue marseillaise. Donc, on est arrivé au milieu du XXe siècle, finalement, jusqu'aux années 50, à une cohabitation entre l'agriculture, l'industrie et finalement une cohabitation qui se passe plutôt bien, puisque tout n'est pas industrialisé, tout n'est plus agriculturé, si je puis dire. Tout n'est pas agricole, plus ça sera mieux. Dans les faubourgs, on a un partage. Mais il y a quand même quelque chose qui a commencé à se faire. Petit à petit, ça grignote. Dans la deuxième partie du XXe siècle, ce grignotage, il va complètement se terminer pour aboutir à la disparition quasi totale de l'agriculture à Marseille. Alors, il reste des poches urbaines, mais ça va quasiment disparaître. Sauf qu'il y a un autre facteur. Il n'y a pas que l'industrie cette fois-ci, il n'y a pas que l'arrivée de l'eau, il n'y a pas que l'arrivée du train qui explique ça. L'autre événement majeur, c'est les besoins en logement et l'urbanisation massive de la ville qui s'est fait, disons-le franchement, aux dépens des terres agricoles, et on va voir comment. Alors déjà, je vous le disais, dans les années 50, l'agriculture a été toujours présente à Marseille, même dans les années 60. Il y avait toujours des fermes, il y avait toujours des propriétés. Marseille produisait, Marseille vendait sur ses villages, sur ses marchés. On avait véritablement une présence et une cohabitation. En gros, plus on s'éloigne du bord de mer où il y avait le port, notamment au nord, et de la zone industrielle, plus on va rester agricole. Néanmoins, ça continue. On a toujours ce grignotage par les industries. Donc là, j'ai choisi de vous montrer 1943 versus 1996. Vous voyez qu'en 1943, on avait encore de nombreuses terres agricoles. On est du côté, pareil, toujours des Arnavaux, Capitaine Gèze, les Crottes. Donc là, vous avez la gare du Canet, ce que j'ai entouré, que vous retrouvez ici. Et donc, vous voyez la différence entre, justement, la présence de champs en 1943 et puis en 1996, leur disparition. Donc on a une industrie et une zone industrielle ou portuaire qui continue à se développer aux dépens des terres agricoles. Néanmoins, elle subsiste dans certains quartiers. C'était le cas à La Rose, c'était le cas encore à Sainte-Marguerite, jusqu'aux années 60. Alors je vous le disais, cette disparition de l'agriculture à Marseille, elle va se faire en raison de l'urbanisation massive. Alors pourquoi on a choisi de faire disparaître l'agriculture ? En fait, c'est pas qu'on a choisi de faire disparaître l'agriculture, c'est qu'il y avait des besoins en logement et les terres agricoles étaient une réserve foncière. Donc c'était des terres qui n'étaient pas construites, mais qui étaient souvent constructibles, donc où on pouvait construire. Et donc ça, il y en avait beaucoup, puisque Marseille, finalement, était encore une ville avec une forte connotation agricole, avec beaucoup d'exploitations. Et ces exploitations, elles étaient des terreaux, des terres qui attiraient les promoteurs et la ville. Et donc, on va avoir une vente des terrains par les agriculteurs eux-mêmes qui vont cesser leur exploitation et qui vont vendre pour une raison simple. C'est que on va leur acheter à bon prix. Et puis, puisqu'il y a besoin de terre, on va faire monter les prix. Donc, il y a une spéculation foncière qu'on retrouve comme on l'avait retrouvé à l'époque du canal de Marseille, avec des terres qui vont rapporter. Et ces agriculteurs, ils se disent... Pour certains, alors il y en a qui n'ont pas voulu vendre et qu'on a dû exproprier. Clairement, la ville a exproprié certains agriculteurs qui étaient attachés à leurs terres parce que leurs ancêtres y étaient depuis des siècles. Eux ne voulaient pas les lâcher, mais en attendant, nécessité faisant loi, la ville avait décidé qu'on construirait des programmes sur leurs terres. Ils ont été expropriés, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, il y en a qui ont choisi de vendre pour une raison simple. Ils ont vite fait leurs calculs. Ils se sont dit, je vends ces terres-là et puis après, je vais aller me réinstaller plus loin, en dehors de la ville, dans l'arrière-pays, où je pourrais acheter plus de terres, donc cultiver plus, et donc avoir un revenu supérieur. Et donc on a beaucoup d'agriculteurs marseillais qui vont vendre leurs terres et qui vont aller se réinstaller à Aubagne, à Rognac, à Saint-Chamas, à Saint-Martin-de-Crau. Voilà, là vous avez une photo d'Aubagne vers 1960, donc qui était encore une banlieue agricole, puisque Aubagne connaîtra aussi le même sort au niveau agricole.
Alors, quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu besoin d'urbaniser autant? Pourquoi on a eu besoin de construire? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter, on va dire, au milieu du 19e siècle, au moment où Marseille décolle sur le plan économique au niveau industriel. La ville, je vous l'ai dit, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, sa population augmente. Et les gens qui arrivent, il faut les loger. Sauf que le rythme des constructions ne suit pas celui des arrivées. Et on a un problème de logement qui va se faire de plus en plus prégnant au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au fur et à mesure que les gens arrivent dans la ville et qu'il faut les loger. Donc on a une ville qui s'étend. C'est comme ça qu'on a des nouveaux quartiers qui vont émerger, comme le quartier Chave, dans les années 1936, comme l'urbanisation du Prado à partir de 1839, qui sera surtout dans les années 1860, la création de nouveaux axes comme la rue Paradis ou encore la rue Saint-Pierre, le boulevard Chave, le boulevard Longchamp. Bref, tout ça, c'est des axes qui ont été créés au XIXe siècle et qui ont prolongé la ville, qui l'ont étendue, et on a finalement une ville qui pousse vers les faubourgs de plus en plus et qui les intègre. C'est comme ça que, par exemple, la Belle de Mai, Mampenty sont devenus des quartiers de Marseille, alors qu'avant, c'était en dehors. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré le cours Gouffet. Donc, juste après le cours Gouffet, c'est Mampenty, le quartier de Mampenty, qui était un quartier agricole, qui va être intégré dans la ville au XIXe siècle et qui deviendra donc un des quartiers, et en plus qui sera industrialisé, puisqu'il y avait beaucoup d'usines là-bas. Donc, on a un besoin en logement. Et ce besoin en logement, il va être de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et que la population arrive et que l'industrie se développe et qu'il y a besoin de main-d'œuvre pour les loger et que le rythme des constructions ne suit pas. Arrive la Seconde Guerre mondiale où on a énormément de destruction de logements. On a beaucoup de gens qui se retrouvent sans abri, de Marseillais, sauf qu'on a besoin de bras pour reconstruire. Donc il faut les garder captifs, si vous préférez, dans la ville. Il faut qu'ils puissent se loger. Et donc s'ils peuvent se loger, il faut construire. Et c'est comme ça qu'on va mettre à la ville, après la Seconde Guerre mondiale, va mettre en place une politique de construction de logements en morcelant des propriétés. L'exemple qui me vient, c'est celui du Corbusier, qui a été construit sur la propriété de la Maguelone, qui avait déjà été scindée en deux par le boulevard Michelet. Donc les terres du Corbusier dépendaient de la villa qui se trouvait en face, de la Bastide en face, qui s'appelait la Maguelone. Le domaine a été coupé en deux en 1890 quand on a ouvert le boulevard Michelet. Et de l'autre côté, restaient des terres agricoles. Et c'est sur ces terres agricoles qu'on va construire la cité radieuse du Corbusier. On a un problème autre qui est aussi celui de l'habitat insalubre et notamment des bidonvilles. Alors là, je vous ai mis en photo l'enclos Gaffinel qui a brûlé en 1935 et qui se trouvait au Catalan. Et donc un enclos, c'était ni plus ni moins qu'un l'ancêtre des bidonvilles, donc des maisons de briques et de broc où ne vivaient pas, non pas des gens qui étaient sans but, mais des travailleurs pauvres et des ouvriers souvent qui y vivaient et qui, faute de pouvoir se loger, n'avaient que d'autre choix que d'atterrir dans ces enclos. On en avait un énorme du côté de Camille Pelletan, Peyssonnel, du côté des archives départementales, juste derrière aujourd'hui, l'enclos Peyssonnel d'ailleurs. Et tout ça va devoir être résorbé. Alors ça va mettre du temps, hein, puisque c'est que dans les années 70 que le dernier bidonville sera résorbé à Marseille. En attendant, on a une arrivée massive, on a des besoins en logement. Et au-delà de ces besoins en logement, on va construire. Donc on va construire dans les anciens faubourgs, puisqu'on a à peu près 172 000 logements qui sont sortis de terre entre 1950 et 1975. Et il y a un événement qu'il faut évoquer pour comprendre aussi pourquoi la pression en logement elle a été aussi importante. C'est l'arrivée entre 1956 et 1962 des Français rapatriés d'Algérie. Et notamment en 1962, l'arrivée et l'installation de 120 000 d'entre eux à Marseille. Sur les 1 million qui sont rentrés en métropole, on en a 450 000 qui ont transité par Marseille et 120 000 qui ont choisi de s'y installer. Et donc ces 120 000 personnes, il faut les loger. Il faut des écoles pour scolariser les enfants. Il faut permettre de nouveaux modes de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir aussi une pression massive pour construire vite. Et c'est comme ça, notamment, qu'une grande partie du parc HLM de Marseille va être lotie dans les années 60-70 pour créer des grandes cités à loyer modéré pour accueillir des populations qui, contrairement à ce que diffuser les dockers communistes et les communistes en tout genre, n'étaient pas des riches nantis qui avaient opprimé les colons. Ceux qui sont arrivés à Marseille, souvent, c'est ceux qui n'avaient pas eu le choix et qui étaient partis à la hâte. Et donc, ces gens partis à la hâte, il fallait bien les loger et il fallait bien leur trouver des logements qu'ils pouvaient payer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une politique de logement social qui a été massivement construite. Mais pas que. Il y a aussi eu des parcs de standing qui ont été construits et même déjà vendus sur plan en Algérie. C'est le cas de la Rouvière,
qui est un ensemble de standing qui est immense, qui est une très très grosse copropriété qui se trouve au niveau du Redon, entre le Caveau et le Redon, et qui a été commercialisé sur plan dès 1959 à Alger. Donc il y a certaines personnes qui avaient anticipé leur venue et pour lequel on a construit à Marseille, là encore, la Rouvière auparavant c'était une bastide avec un domaine autour. Alors, malgré ce grignotage progressif, on a des poches d'agriculture qui vont se maintenir. C'est le cas dans le quartier de Bonneveine ou encore à Château-Gombert. Mais là, j'ai choisi de vous montrer l'exemple de Bonneveine parce que j'ai travaillé dessus il n'y a pas longtemps. Donc, c'était plus simple de récupérer une image. Vous voyez en 1975 comment on voit ces champs. Alors, bon, le prisme est un peu faussé parce qu'en 1975, on a la chance d'avoir une image de l'IGN, entre parenthèses, la Photothèque nationale que vous pouvez consulter sur le site Remonter le temps, où il y a des pépites comme celle-là. Donc où on voit qui est en couleur, donc où on voit les champs, l'importance des champs cultivables, et puis finalement une photo de 1988, donc j'ai même pas mis une vue actuelle parce que ça serait encore pire, où il reste des poches agricoles, mais c'est surtout où on commence à avoir une urbanisation massive avec la création du centre de vie de Bonneveine, avec la création de nombreuses résidences, et ça continue encore aujourd'hui dans ce quartier-là. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on s'intéresse aux raisons de cette disparition. C'est-à-dire que j'ai évoqué les besoins en logement, j'ai évoqué l'industrialisation, mais il y a aussi des causes qui sont peut-être plus profondes pour comprendre pourquoi finalement cette agriculture elle a disparu au profit de cette urbanisation. Donc pourquoi en fait finalement on a étalé la ville au lieu de la densifier? Pourquoi la municipalité de Gaston Defferre, puisqu'on parle de cette municipalité qui est restée au pouvoir entre 1953 et 1986, donc ces 33 années qui ont été gérées par Gaston Defferre, pourquoi il a tellement bétonné la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a laissé faire? Pourquoi on est arrivé à cette solution? Pourquoi l'agriculture finalement a été sacrifiée sur l'autel du logement? Parce qu'on parle vraiment de sacrifice. Alors, déjà, un premier élément, c'est qu'en 1972 s'ouvre le marché d'intérêt national des Arnavaux, donc qui est un marché de grossistes. Et ça va avoir un lourd impact au niveau de l'image de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'auparavant, les Marseillais, ils voyaient les vendeuses. Ils savaient de quelle propriété c'était. Alors, il y avait des grossistes. Ces producteurs, ils alimentaient les grossistes aussi. Mais les Marseillais, ils avaient quand même l'œil sur ce qu'ils consommaient. Ils savaient d'où ça venait. Avec le marché d'intérêt commun, désormais, on a de moins en moins de ventes directes, voire une disparition de la vente directe, au profit d'une centralisation par les grossistes dans les quartiers nord. Et donc désormais, le particulier, lui, il a affaire à des revendeurs. Et donc c'est des revendeurs qui prennent la main. Donc ce n'est plus des agriculteurs qui vendent directement, ce sont des revendeurs qui vont chercher leurs produits au marché des Arnavaux et qui vont les revendre sur les marchés. Ça a toujours existé, les revendeurs. Attention, ce n'est pas une nouveauté des années 70. Néanmoins, avec la disparition du marché de grossistes du cours Julien et finalement ce développement de ce gros marché des Arnavaux, on perd finalement le lien direct avec l'agriculteur et on a quelque part une invisibilité de la profession d'agriculteur qui s'installe dans cette société. Le travail d'agriculteur, il est moins rémunérateur au cours du temps. Alors, on ne va pas ouvrir le débat, mais notamment l'ouverture à la concurrence des marchés européens. Donc, forcément, il y a certaines productions qui sont vendues nettement moins chères à l'étranger, et puis ils sont importés en France. Donc, les agriculteurs locaux ne font plus le poids, et puis soit ils réorientent leur culture, soit ils les arrêtent. Et dans ce cadre-là, forcément, ils préfèrent vendre leurs terres, quitte à récupérer au moins un pécule, ou alors ils réorientent leur culture vers des productions plus, on va dire, qui rapportent plus. On a une profession qui est aussi délaissée par les jeunes agriculteurs, et par les jeunes en général, et ça pose un problème lors de la cession des exploitations. C'est-à-dire qu'au moment où les agriculteurs tombent malades, qui va s'occuper de l'exploitation quand ils sont malades? Qui va s'occuper de l'exploitation quand l'agriculteur part à la retraite? Il n'y a plus de repreneurs puisque il n'y a plus de transmission, si vous préférez. Il y a une rupture de la chaîne de transmission qui se fait pour une raison simple, c'est que dans les mentalités, le métier d'agriculteur n'est plus valorisé, c'est un métier dur et que de fait, on a un problème de pérennisation des exploitations et donc une
quand un agriculteur arrive, qu'il arrive à la retraite et qu'il n'y a personne pour reprendre son agriculture, son exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la vendre. Et à qui il va la vendre? Et celui qui en a besoin. Et qui c'est qui en a besoin? Des promoteurs pour construire du logement. Et puis c'est un cercle finalement qui s'installe avec une réponse à des besoins. La ville a besoin de logement. Elle va chercher dans sa réserve foncière agricole. Clairement, on a aussi une absence de politique publique à cette époque pour soutenir l'agriculture. Alors ça a changé aujourd'hui, parce que nous, on parle bien des années 70, 60, 80, avec une non-préservation des terres agricoles. Et ça, c'est pas propre à Marseille. On le retrouve dans d'autres villes françaises. Néanmoins, dans certaines villes françaises, et là je pense à l'Île-de-France par exemple, les autorités ont mis en place des mesures de préservation de zones agricoles, les lotissements Safer par exemple en Île-de-France, avec une préservation de ces poches. À Marseille, ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu à aucun moment une politique de préservation de poches agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une politique entre guillemets opportuniste. En gros, c'est on a besoin de terrain pour construire, là il y a de l'agriculture, on y va. Et on ne préserve pas. Sauf que on va avoir des poches agricoles qui vont se créer parce que il y a un agriculteur qui a vendu, mais son voisin il n'a pas vendu, celui d'après il a vendu. Donc on va trouver des exploitations qui vont être enserrées à l'intérieur de bâtiments, entre deux résidences. Ça sera ce qu'on appelle des poches agricoles. Néanmoins, ces poches, petit à petit, elles vont disparaître à cause de la pression que j'ai évoquée tout à l'heure. Et enfin, on a aussi un changement de mentalité. Dans la société, le métier d'agriculteur, il est quelque part un peu dévalorisé au profit des métiers tertiaires qu'on va encourager dans les formations. Alors aujourd'hui, on y revient, pas aujourd'hui, mais ça fait bien une trentaine d'années qu'on y revient avec les lycées agricoles, avec un maintien, mais néanmoins dans la région, dans la zone de Marseille, parce que là on parle bien de la ville de Marseille, on a une promotion de certains métiers ici du tertiaire qui répondent à des besoins de la ville qui sont mis en promotion et pas ceux de l'agriculture. Et au final, vu que les agricultures disparaissent, vu qu'il n'y a pas de repreneurs et qu'en plus on a des fonciers disponibles, la ville, elle va s'étaler. Au lieu de se densifier, elle va s'étaler et puis petit à petit, les exploitations agricoles vont disparaître. À la fin du XXe siècle, on se retrouve avec quelques poches agricoles, notamment dans l'Est, au niveau de Château-Gombert, puisque Château-Gombert a été préservé, justement. Alors là, pour le coup, on est sur une poche agricole préservée, un quartier agricole qui a été préservé jusqu'au début des années 2000. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous allez à Château-Gombert, vous allez voir qu'énormément de champs ont disparu. Mais il y a une trentaine d'années, Château-Gombert avait encore une coloration agricole forte. Il y a encore aujourd'hui de nos jours quelques exploitations. Au nord de Marseille, notamment, on a des producteurs qui continuent à travailler et qui continuent à vendre leur production en local. Néanmoins, comparé à ce que Marseille était, comme je vous l'ai montré, il y a 150 ans, on est loin du compte. Alors, on a quand même, depuis une trentaine d'années, un peu plus même, eu un retour de l'agriculture en ville, avec une volonté de revenir à la terre, aux valeurs en fait un peu fondamentales. Et donc là, je vais me baser sur les propos de feu Claudine Durbiano, qui était une chercheuse qui a travaillé sur l'agriculture à Marseille et qui a montré en fait que ces nouvelles exploitations comme le talus, ou Terre de Mars, ou encore, si vous avez peut-être suivi l'actualité, la propriété des Hautes-Douces qui a été rachetée par la ville et qui a, suite à un appel à projet, a été confiée à des agriculteurs. Et donc l'idée, c'est que ces agriculteurs produisent des légumes qui alimenteront les cantines de Marseille. Voilà, ça c'est le projet qui a été mis en place par la ville et qui est en ce moment en cours. Donc ce retour de l'agriculture en ville, finalement, on peut le baser sur une nouvelle conception de l'agriculture qui est centrée finalement sur un héritage, une conception patrimoniale de l'agriculture. Et donc les terres agricoles, ce ne sont plus qu'une simple réserve foncière, mais un patrimoine à préserver et à développer. On a aussi la recherche d'une rentabilité, mais pas exclusivement économique. C'est-à-dire comment l'agriculture peut profiter à la société avec des produits, une production bio, avec des produits plus sains, avec une ligne directe. Aujourd'hui, les marchés de producteurs, il y en a plein qui se développent, ou des ventes directes qui se développent, parce que, et notamment depuis l'épisode du Covid, alors là on parle de manière très récente, on a une volonté de revenir à une alimentation plus saine, plus bio, plus finalement en circuit court. Et donc ça contribue à
recréer de l'agriculture en ville et à ramener donc des productions en ville. Alors avec cet épisode des exploitations urbaines, on arrive au terme de cette intervention. On a pu voir que Marseille était une ville dont les faubourgs étaient quasiment exclusivement agricoles jusqu'au milieu du 19e, qu'ensuite cette agriculture a dû cohabiter avec l'industrie, mais cette cohabitation s'est faite de manière, on va dire, harmonieuse plus ou moins, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et là, c'est l'urbanisation et la construction massive de logements qui est venue mettre à mal l'agriculture jusqu'à entraîner sa quasi-totale disparition. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même une subsistance de certaines poches agricoles dans certains quartiers, avec une volonté, un retour en force de la production agricole, alors à toute petite échelle, mais en attendant, elle a le mérite d'exister. Et la question qu'on peut poser aussi ce soir, c'est quid des 50 prochaines années? Est-ce que l'agriculture urbaine aura fait une échappée puis ce sera essoufflé, ou est-ce qu'on va arriver à maintenir, est-ce que les politiques publiques vont arriver à soutenir cette agriculture urbaine et à lui donner un nouvel élan? C'est la question qui reste posée. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous passe la parole.